on va passer à la catégorie énergie. Donc, il y aura 3 projets présentés par les étudiants en master Smart Energy et Logistique. Le premier, donc, sensibilisation aux énergies renouvelables et découverte de la plateforme de l'Esti, présenté par Alicia, Antoine, Gurvan et Hugo. Bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter notre projet génial. Certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'ils nous ont aidés à réaliser en participant. Donc voilà, il s'intitule « Sensibilisation aux énergies renouvelables et découverte de la plateforme énergétique de l'Esti ». Pour le contexte énergétique actuel, en fait, il touche toutes les sphères. Donc dans un premier temps, les sphères privées, donc chacun d'entre nous qui se trouve ici. Ah, ça marche pas. Mets-le à ta bouche. C'est bon là ? Ok, nickel. Et le contexte énergétique, aujourd'hui, il touche chacun d'entre nous, donc que ça soit la sphère privée, mais aussi la sphère entrepreneuriale. Et ça, on peut voir grâce à 2 indicateurs qui sont dans un premier temps... qui est dans un premier temps, la hausse des prix de l'énergie et également le changement climatique qui ne cesse de croître à vue d'œil. Donc, pour ça, il faut agir. Donc, agir dans un premier temps pour nous, pour notre présent et notre futur, mais aussi pour les générations à venir. Et c'est donc comme ça qu'est né notre projet de sensibilisation aux énergies renouvelables via le campus de l'Esti. Donc, on va faire une petite présentation interactive avec vous. On va vous poser une série de 3 questions. Donc, il faudra juste voter à main levée. Ça va être du coup sur la transition énergétique. La première question, c'est à votre avis, quel est l'objectif principal de la transition énergétique ? Est-ce que c'est la réduction des consommations d'énergie ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? On vous invite à lever la main pour la première réponse. Ok, très bien. Et pour la deuxième ? Ok, super. Bon, vous avez raison, bien joué. C'est donc les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de la hausse climatique et du dérèglement climatique. Voilà. On va passer avec la deuxième question. C'est quels sont les 3 piliers de la transition énergétique selon vous ? Alors la première réponse c'est efficacité, décarbonation et sobriété. Et la deuxième réponse c'est efficacité, électrification et stockage. Et du coup, qui vote pour la première question ? Première réponse. Ok. Et pour la deuxième ? Ok, du coup, c'était la première réponse. Vous avez eu presque tous bon, la plupart. Et du coup, l'efficacité, c'est l'amélioration du rendement. En fait, c'est comme à la maison avec les rénovations d'isolation thermique. Comme ça, on améliore l'efficacité de la maison. Ensuite, la décarbonation, c'est utiliser des sources d'énergie propres, comme remplacer les chaudières fuel et les chaudières gaz par des pompes à chaleur ou utiliser les panneaux photovoltaïques pour la production d'eau chaude. Et la sobriété, c'est consommer moins, c'est mettre les 19 degrés dans la maison, comme il s'est passé en 2022 par l'État, les gouvernements. Et enfin, une troisième et dernière question. D'après vous, quel est le pourcentage d'énergie consommée actuellement qui provient de sources renouvelables en France ? Est-ce que c'est 14% ou 23% en 2023 ? 14%. Ah oui, quand même. Et 23%. En fait, il faut savoir qu'en 2005, on atteignait tout juste... je crois qu'on était à moins de 10% d'énergie renouvelable. En 2022, on atteignait les 20% et on est arrivé péniblement à 23% actuellement. Et on tend du coup pour 2030 à un objectif de 32%. Pour la réalisation de notre projet, on s'est posé les 3 objectifs suivants. Sensibiliser aux énergies renouvelables. Donc, comme l'a dit Hugo, on vit dans un contexte de transition énergétique et on pense que c'est important que tout le monde soit au courant de nos consommations, de notre manière de produire de l'énergie et les moyens qui sont à notre disposition pour produire une énergie de manière durable. Le deuxième objectif, c'est mettre en valeur les outils présents à l'Esti. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été rendus possibles par l'agglomération de Redon et par la région Bretagne, et on pense que c'est très important qu'ils soient mis à la disposition du plus grand nombre, ou au moins à la vue du plus grand nombre. Et enfin, le troisième objectif, c'est donner de la visibilité au campus. Et donc, ça nous amène à la problématique suivante. Est-ce
que je réussirai à dire. Comment sensibiliser efficacement les étudiants à l'importance des énergies renouvelables et à leur intégration dans le quotidien en utilisant le campus comme un exemple concret d'écosystème énergétique durable. Le déroulé de notre projet, alors il s'est composé en 6 phases, avec au mois de novembre la préparation des plaquettes, ce qui nous a permis d'avoir une petite plaquette sur chaque équipement du campus. Ensuite, au mois de décembre, on a commencé à préparer des visites, et du coup, on s'est formé à ces équipements qu'on a sur la plateforme technologique. Au mois de janvier, on a fait des sondages, et on a contacté des établissements. En février, on a fait notre première sensibilisation. Et du coup, au mois de mars, on a amélioré cette sensibilisation avec nos ressentis et les remarques des étudiants qui étaient venus faire la sensibilisation. Et au mois d'avril, du coup, on a changé nos méthodes de sensibilisation et du coup, on a fait la 2e et 3e présentation. Donc, comme l'a dit Alicia précédemment, la première chose qu'on a fait, c'est créer des plaquettes qui avaient comme principal objectif de vulgariser des concepts qui peuvent être complexes, comme le mix énergétique par exemple, ou les différentes infrastructures qu'on peut trouver à l'ESTI. Donc pour ça, dans un premier temps, on avait fait des affiches qu'on utilisait lors de nos sensibilisations, pour but de vulgariser les différentes infrastructures. Et dans un second temps, on en a fait un livrable qui se trouve actuellement à l'ESTI et qui sert notamment pour les portes ouvertes. Donc, comme j'ai dit précédemment, les affiches, elles servaient notamment pour les sensibilisations. Donc on peut se demander comment se passe une journée typique de sensibilisation. Donc dans un premier temps, on accueillait la classe tous ensemble et on répondait à un questionnaire. Donc le premier questionnaire, il était sur les connaissances globales des énergies renouvelables. Ça nous permettait d'avoir d'une part des données sur les connaissances de base de chacun des élèves, mais ça permettait aussi, en répondant avec eux, d'avoir une interaction et d'ouvrir le débat sur les énergies. Dans un deuxième temps, on visitait le campus. Du coup, on visitait tout ce qui était TP à l'intérieur du campus en termes d'outils, mais aussi les infrastructures extérieures telles les panneaux photovoltaïques, la centrale à hydrogène et la microméthanisation. Et pour finir les journées de sensibilisation, on revenait en classe et là on avait un deuxième questionnaire, mais celui-ci de satisfaction. Donc ça nous permettait d'avoir des retours sur la journée et nous permettre de nous améliorer par la suite au fur et à mesure des sensibilisations. Sur cette diapo, on peut voir les différents équipements qu'on a au campus. Alors à l'extérieur, avec le mix énergétique, on a l'ombrière photovoltaïque, la station hydrogène et le méthaniseur. Et en fait, on utilise l'ombrière et le méthaniseur pour produire de l'énergie pour la station hydrogène. Comme ça fait de l'hydrogène vert. Ensuite, à l'intérieur de la plateforme technologique, on a le banc d'essai hydraulique qui permet de simuler une pompe dans un réseau d'eau et qui permet de produire de l'énergie. Ensuite, on a mesure et pilotage, c'est tout ce qui permet avec la régulation. Ensuite, on a la maison écologique qui permet de mieux se mettre à sa place parce qu'en fait, c'est un usage personnel. Tout le monde a une maison et du coup, on peut tous avoir des panneaux photovoltaïques et utiliser la production d'énergie. Ensuite, il y a la pile à combustible, le concentrateur solaire et la station hybride solaire et éolienne. Et la pompe à chaleur, on a une maquette de pompe à chaleur où on permet de bien comprendre le cycle frigorifique de la pompe à chaleur et son fonctionnement. Donc ensuite, on va passer aux résultats. Donc ça, c'est pour le premier questionnaire qui était sur les connaissances. Donc on voit ici qu'on a pris un graphe. En réalité, on a eu 12 questions. Et ici, c'est un graphe un peu représentatif du panel de réponses qu'on a eu. Donc on voit au niveau des connaissances des étudiants qu'ils étaient plutôt avertis au niveau des énergies qu'on connaît tous, des énergies renouvelables telles que le solaire ou l'éolien. Par contre, il y avait un peu moins de connaissances sur tout ce qui va être énergie renouvelable qu'on ne trouve pas au quotidien, qu'on ne trouve pas chez soi, comme la biomasse ou la géothermie. Et on a même eu des réponses, on va dire un peu bancales sur, par exemple, le pétrole ou le charbon en énergie renouvelable, ce qui n'était pas le cas forcément, mais ça nous a permis aussi de cibler nos présentations sur les présentations suivantes à chaque fois et d'amener toujours une amélioration continue. Entre les différentes sensibilisations, on s'est permis de modifier un petit peu les questionnaires parce que, en fait, lors de la première sensibilisation, on ne savait pas le niveau de connaissance des étudiants qu'on avait en face de nous. Du coup, on avait été très sympa et puis on avait mis des questions faciles avec des réponses
plutôt évidente. Et en fait, on s'est rendu compte que même en aidant, les gens n'ont pas forcément les notions. Et donc, on s'est permis de modifier pour, cette fois-ci, essayer de cibler réellement les connaissances des gens. Et en fait, en mettant du coup, la réponse à l'extérieur et en mettant pas le doute, en fait, on se rend compte que les étudiants n'avaient pas tout le temps, enfin même majoritairement pas les bonnes réponses. Donc ça montre deux choses. Ça montre que la manière dont on apporte les questions et les propositions de réponse influent énormément sur les résultats. Et ça montre aussi que finalement notre intervention était pertinente. Donc du coup, on a eu un deuxième questionnaire qui porte sur la satisfaction. On a eu pas mal de réponses au niveau de l'appréciation des TP, donc ça a été majoritairement sur la maison écologique, puisque c'est un TP qui parle à tout le monde et qui était assez interactif et facile d'utilisation. Et on a eu aussi le mix énergétique, puisque tout ce qui va être sur la méthanisation et l'hydrogène, c'est des choses qui sont un peu inconnues aujourd'hui par les étudiants. Donc forcément, c'est les TP qui ont plu. On va donc du coup revenir sur la problématique de départ qui était comment sensibiliser efficacement les étudiants à l'importance des énergies renouvelables et à leur intégration dans le quotidien, en utilisant le campus comme un exemple concret du système énergétique durable. On avait donc 3 objectifs qui étaient sensibiliser des étudiants qui ne sont pas avertis sur le sujet des énergies renouvelables. On avait ensuite mettre en valeur les outils de la plateforme technologique et donner une visibilité au campus. On a donc ciblé 3 points sur la communication, un besoin sur la transition énergétique, donc un besoin de communication sur la transition énergétique, puisque aujourd'hui, dans toutes vos branches, vous êtes impactés par le changement climatique. Ensuite, on a essayé de vulgariser nos propos grâce aux livrets, aux plaquettes, et toujours avoir une amélioration continue lors des échanges et des présentations. Donc on va revenir sur les 2 premiers points, sensibiliser et mettre en valeur les outils de la plateforme technologique. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui a été acquis. Par contre, sur la partie visibilité au campus, ça a été un peu plus compliqué, puisque malgré les efforts de Madame Ramal et de Madame Benchikoun pour contacter d'autres établissements, on n'a malheureusement pas eu de réponse positive. Malgré ça, on a quand même réussi à se mettre à la place d'enseignants. On a vraiment brisé cette glace, ça a été vraiment pas facile pour nous. Et on remercie Madame Ramal, Madame Benchikoun pour leur implication sur ce projet, et on remercie aussi les étudiants d'avoir fait une interaction un petit peu avec nous, d'avoir donné leur retour, leur ressenti, etc. Puis du coup, pour la suite du projet, ce qu'on aimerait, ce serait avoir d'autres établissements pour faire des sensibilisations. Ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui puisque c'était qu'avec des personnes de l'ESLI. Donc on vous remercie pour votre attention et on espère que... Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc, bonjour, j'avais une question. Vu que vous avez eu du mal à contacter les lycées, est-ce que aussi ça pourrait être prolongé sur des entreprises? Et si c'est prolongé sur les entreprises, on sait que la réticence sur la transition énergétique est due économique. Donc est-ce que dans les questions, il pourrait aussi avoir une question économique sur ce projet-là, Bien sûr qu'il y a une question économique, et je pense que ça va intéresser même les entreprises, notamment par les différents objectifs que l'État fait, donc notamment la décarbonation d'ici 2030, etc. Et la part de pollution qu'a du coup l'industrie dans la consommation, enfin dans la pollution globale française, fait que les entreprises vont être impactées à un moment donné, et que cette transition énergétique va forcément impacter les entreprises. Et c'est vrai que notre projet de sensibilisation peut avoir un intérêt pour certaines entreprises, et si on peut, on essaiera de se pencher sur ces sujets-là l'année prochaine. Je vais vous poser une question courte qui appelle une réponse courte. Alors ça fait quoi de se mettre à la place du prof? C'était votre conclusion. C'était pas évident, mais c'était vachement intéressant de pouvoir transmettre certaines connaissances qu'on a, et c'était surtout les échanges qui étaient très intéressants, parce que comme on l'a dit, on ne savait pas sur qui on allait tomber, le niveau de connaissance des étudiants, et on est tombé sur des gens très intéressés par le domaine et qui cherchaient vraiment à compléter leurs connaissances, et ouais, c'était bien. Merci.
Salut Stevie, j'ai une super idée pour le projet génial. Là, je viens de contacter une entreprise pour nous aider pour financer le projet. Et là, je viens de leur envoyer un mail pour demander une visite et faire plus de détails avec eux. Ok, bah vas-y, cool. Alors, c'en est où ça? On fait quand la visite? En fait, ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé à la mauvaise personne. Et du coup, là, ils vont retransférer à une autre personne qui va nous recontacter bientôt. Ok, bizarre, bon, on va attendre. Alors du coup, on a une réponse ou pas? J'ai eu plusieurs échanges avec eux, mais au final, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de nous aider. Donc, on va devoir se débrouiller. Ok, bon, bah on va changer de projet. Je t'avais parlé de faire un jeu sur l'énergie à un moment, ça te dit? Absolument. Donc je te propose, tu te rappelles, on avait fait une fresque du climat? Au début de l'année, ouais. Donc ça traitait des sujets sur l'énergie, mais pas trop sur le mix énergétique français. Donc je te propose, on fait un jeu sur ce sujet. Donc là, on va englober tout ce qui est mix énergétique français, donc comment est produite l'énergie en France. Le but, ce serait de sensibiliser les personnes aux enjeux énergétiques, notamment les classes et les entreprises. Mais pour les sensibiliser, on devrait utiliser les vraies données dans le jeu. Exactement, on va utiliser des données officielles, RTE ou autres. Et c'est quoi RTE? C'est le gestionnaire électrique français, donc c'est une source assez fiable. Et du coup, l'objectif du jeu, ce serait neutralité carbone, objectif 2050, réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre. Parfait. Je te propose Ecosphère, version France, parce qu'on va le faire en France. Ok. Donc, il va nous falloir du matos pour faire le jeu. Ouais, donc on doit définir, on va faire les cartes un plateau, c'est ça? C'est ça. Alors, dans un premier temps, on va faire notre plateau. Donc, vu que c'est la carte de France, je te propose, on la coupe en 4. Région nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. Elle est bien, mais je trouve qu'il manque des zones. Et en plus, on est avec la Normandie, alors qu'on est les Bretons, c'est pas top. Ouais, c'est vrai. Bon, on va se baser sur des vraies données. Je te parlais d'RTE tout à l'heure. Là, c'est la répartition de leur réseau électrique par région. Est-ce que ça te va, ça? C'est bien, mais là, les Normands, ils sont avec les Parisiens, ils vont pas être en contents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une grosse zone au centre. On laisse Paris tranquille. On laisse la Bretagne de son côté et on laisse la Normandie au nord. Parfait. Très bien, on part sur ça. Ok, donc là, on va devoir donner toutes les informations aux joueurs, non? C'est ça. Donc en gros, là, tu veux que je te liste toutes les centrales qui existent, que ce soit fossiles ou énergie renouvelable? C'est ça. Ok. Donc là, tu as toutes les centrales thermiques et charbon en France, toutes les centrales nucléaires en France, donc ça fait déjà pas mal d'infos. Parfait. Maintenant, ce serait les énergies renouvelables. Et j'ai ça tout de suite, si ça veut bien. La répartition des énergies renouvelables en France, que ce soit pour l'éolien, le solaire, l'hydraulique et la biomasse, donc l'énergie à partir de déchets naturels. Parfait. Donc maintenant, on va parler des énergies où ils vont pouvoir installer les énergies, c'est ça? Donc tu veux le potentiel de production? Absolument. Donc là, le gisement solaire, gisement éolien, le potentiel hydraulique, le potentiel de biomasse. Et là, j'ai même une carte Natura 2000. Donc c'est-à-dire que c'est les zones naturelles protégées, là où on ne pourra pas installer ce qu'on veut en fait. Donc on va bien sensibiliser les joueurs qui ne vont pas pouvoir mettre où ils veulent leurs énergies renouvelables. C'est parfait. Ça. Donc avec tout ça, je t'ai fait des stats pour que le joueur comprenne où sont les enjeux. Donc les répartitions de production, les consommations de chaque zone pour voir là où on doit agir. Et après les statistiques par zone, donc là où il y a du solaire, là où il y a du fossile, etc. Comme ça, le joueur pourra... du coup, enlever toutes ces énergies fossiles dans les zones définies. Ce sera le but du jeu, exactement. Donc maintenant, on va devoir dire comment ils vont placer les énergies. Donc il faudrait, comme on a vu avec les tableaux récents, mettre du photovoltaïque, de l'éolien offshore, donc ce qui est sur terre, offshore, ce qui est sur mer, barrage, des méthaniseurs pour la biomasse, et enfin les centrales nucléaires qui sont à bas carbone. Donc ce seraient des jetons qu'ils pourraient acheter et placer sur les différentes zones. Exactement. Mais du coup, comment on fait pour les zones où on ne peut pas forcément installer toutes les énergies qu'on veut? Actuellement, dans certaines régions, ils achètent de l'énergie à d'autres régions. Donc on aura des jetons achat énergie selon les régions, et si elles sont plus ou moins loin, on aura plus ou moins d'énergie avec les pertes en ligne. Et là, on sera assez complet, ouais. Très bien. Mais du coup, on l'achète comment ces jetons? On va créer des petits jetons argent, où justement les joueurs vont devoir discuter entre eux pour les utiliser et acheter les énergies qu'ils veulent. Du coup, on pourra séparer les jetons en deux pour faciliter les échanges en fait et faciliter les coûts. Exactement, ils seront sécables. Très bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à définir des règles. Il faut des règles pour le jeu, justement. Donc déjà, le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? C'est justement de collaborer avec plusieurs personnes pour justement améliorer le mix énergétique français. Dans les préparations, les joueurs vont prendre connaissance de la carte avec les informations pour justement savoir où ils vont installer leur région, leurs énergies. Le jeu il va se dérouler en 1 heure. Il y aura 9 tours, donc 7 tours ils vont acheter. Et pour pimenter un peu le jeu, on va mettre des tours événements qui seront soit des bonus, soit des malus.
Ok, et du coup pour le décomptage de points, on va faire un formulaire en ligne, parce qu'avec toutes ces datas, ça va être compliqué à faire pour le joueur. Ce formulaire, il permettra de savoir combien de points on a gagné et comment on a réussi à décarboniser. Et on pourra même leur mettre des conseils où ils se sont trompés dans le mix énergétique. Voilà, le but c'est vraiment d'apprendre et pas de gagner du premier coup. Donc en fait, le tour d'achat, comment il va se dérouler? On va en premier leur donner 10 jetons d'argent. Donc 10 jetons d'argent, ce sera un jeton est égal à 250 millions pour avoir des vrais chiffres. Ils vont faire un tour d'analyse en regardant où ils peuvent installer les énergies. Ensuite, ils vont acheter et vont dépenser. En fonction d'où ils ont installé, la quantité d'énergie qui sera produite ne sera pas la même, étant donné que certains coins sont meilleurs. Ensuite, on aura aussi les événements. Donc les événements, ils vont recevoir aussi les 10 jetons d'argent. Ils vont devoir tourner une première roue pour savoir quelle région va être impactée. Et après, ils vont devoir retourner la roue d'événements pour savoir s'ils ont un bonus ou un malus. Très bien. Mais du coup, ces événements, ça va être quoi? On peut avoir un premier événement qui est par exemple une pluie de grêle qui va donc détruire les panneaux solaires de la région. Ils devront à chute les racheter pour réparer les panneaux. On pourrait avoir des manifs qui empêcheraient l'installation de centrales. C'est ça. Et encore récemment, on avait eu Tchernobyl, donc on peut le rajouter. Ça va bloquer des énergies dans certaines régions. Super. Mais il faut quand même des bonus pour cela. Du coup, une subvention de l'État qui va leur permettre d'avoir les énergies à bas coût. Et aussi, on peut avoir des avancées technologiques qui permettraient de faciliter l'installation d'énergie renouvelable dans certaines zones. Absolument. Et du coup, on le fabrique comment le jeu? Le jeu, c'est du carton recyclé, des papiers. Donc le carton, il va servir pour le plateau et le papier, il va servir pour les cartes. Au niveau de l'impression, on va utiliser de l'encre végétale avec un vernis pour protéger tout ça. Et pour les petits jetons, on va utiliser du bois labellisé FSC. Donc c'est des forêts qui sont réglementées par un consultat. Et pour les règles, à la place d'imprimer, on pourrait juste faire un QR code avec toutes les règles dessus? Exactement, ça va permettre de réduire les émissions de papier. Donc si je récapitule, c'est un serious game, donc un jeu de société à but éducatif, donc pour les entreprises et pour les écoles, afin de sensibiliser aux enjeux environnementaux, surtout en France. Et le jeu, il a un impact sur l'environnement parce qu'il a une éco-conception et du coup, il sensibilise sur les enjeux. Exactement. Donc là, c'est notre maquette avec tous les. Donc là, c'est un prototype avec toutes les roulettes, les cartes information. Il ne reste plus qu'à jouer. Exactement. Et dès qu'on pourra le tester, après, on pourra le faire un éditeur pour qu'il l'imprime avec des matériaux éco-responsables. Tac. Merci à tous. Merci. Des questions? Des questions? Est-ce que vous avez évalué le coût qu'allait coûter votre jeu de société avec tous les matériaux renouvelables et... Oui, donc on a contacté quelques éditeurs et le coût du jeu se reviendrait à 300 €. Parce qu'en fait, ce sera donc des jeux qu'on va devoir faire par unité, en fait, par commande. Donc c'est pas quelque chose dans la grande échelle, donc on ne pourra pas diminuer les coûts. À part si vraiment le jeu est un succès total. Et l'objectif aussi, c'est qu'il reste dans une école et qu'on l'achète qu'une seule fois et qu'il perdure sur le temps, quoi. C'est ça, il est vraiment pour sensibiliser. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me posais juste la question, vous avez parlé de la fresque du climat juste avant, et est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait, vous, de vous déplacer, je ne sais pas, dans des entreprises ou à l'école et en fait présenter votre jeu, les implications et je ne sais pas, faire une partie avec des salariés, des collaborateurs ou des étudiants. Voilà, merci. Oui, en fait, ce serait le but. Ce serait de se présenter en tant que, entre guillemets, spécialiste de l'énergie et sensibiliser les gens, du coup, sur les enjeux. Après, là, vu que nous, on est en dernière année, ce serait de pouvoir passer le flambeau aux autres, parce qu'il reste quand même quelques petites finitions à faire sur le jeu, et du coup, pouvoir l'adapter et l'essayer en cas réel. Ouais. C'est ça. Vous êtes spécialiste, pas entre guillemets. Ouais. Oui. D'autres? Merci beaucoup. Combien de joueurs peuvent participer ? Alors du coup, c'est ce que je disais, il reste des petites améliorations à faire. Mais pour que ce soit vraiment compréhensible pour tout le monde, je pense que par exemple, si on prend des personnes complètement néophytes, ce serait avoir un expert et 4 ou 5 personnes qui suivent le du jeu avec l'expert. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur Lacheny. Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien, merci. Je sors d'une réunion là et je viens de recevoir par la suite directement le compte rendu qui évoquait du coup les risques des émissions de CO2 sur la santé, ainsi que les nouvelles réglementations européennes allont être mises en place dans les années à venir.
voire une future potentielle ZFE au sein de la ville de Lorient. Du coup, vous étant chef de projet d'un cabinet énergétique avec plusieurs ingénieurs, je me demandais si vous étiez en mesure de pouvoir réaliser une étude de la logistique urbaine décarbonée de notre ville. Effectivement, c'est notre spécialité. Donc on est en mesure de vous accompagner sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Bon, si ça vous va, je vais commencer par vous faire un rappel du contexte pour que vous puissiez par la suite réaliser votre étude. Okay. Tout d'abord, il faut savoir que Lorient, situé au sud du Morbihan, regroupe un nombre total de plus de 55 000 habitants. Lorient Agglomération recense 25 communes avec un nombre d'habitants de plus de 200 000. Il faut savoir que Lorient comporte de nombreuses zones de friches qui sont sujettes à réhabilitation. Il y a de nombreuses infrastructures multimodales et de nombreuses entreprises de services logistiques. Il faut savoir aussi que Lorient comporte différents types de transports tels que le transport en commun, ferroviaire ou encore individuel. Voici globalement le schéma logistique de la ville de Lorient. Il faut savoir que Lorient est une ville très dense, vachement engourdie au sein du transport routier et qu'il y a un vrai travail à faire sur la logistique du dernier kilomètre si cela est possible. Ok. Donc, par rapport à ce que vous venez de me dire, nous, notre spécialité, c'est vraiment la logistique bas carbone et le développement d'énergie renouvelable. Donc, je pense qu'il faudrait travailler sur la mobilité lourde, donc une substitution de la mobilité lourde thermique par une mobilité lourde bas carbone, donc via différents moyens. Une logistique du dernier kilomètre également décarbonée et l'implantation d'une plateforme logistique pour diriger un petit peu tout ça. Ce que je peux vous proposer, c'est avec nos experts donc énergie renouvelable, c'est travailler avec les différentes ressources qui sont disponibles sur le territoire, telles que le solaire ou l'hydroélectricité, par exemple. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans 3 mois pour faire un point sur votre avancement et démarrer avec la première réunion de lancement du projet. Très bien, merci. Merci. Donc messieurs, merci à tous d'être présents pour la réunion de lancement de notre projet qu'on a dimensionné. Donc par rapport aux besoins et à la problématique que vous nous aviez présentée 3 mois précédemment, on s'est rendu compte qu'il y avait des 133 000 km par jour qui étaient effectués sur l'agglomération de Lorient. Parmi ces 133 000 km, 46% étaient effectués par la mobilité lourde et 54% étaient effectués par des utilitaires thermiques. Ce qu'on vous propose pour donc décarboner cette mobilité, c'est donc de substituer une partie des poids lourds thermiques par des poids lourds à hydrogène, avec des modes de production d'énergie renouvelable afin de produire de l'hydrogène vert. Et par ailleurs, transformer donc les 54% d'utilitaires thermiques par 1 tiers de vélos cargo électriques et 2 tiers d'utilitaires électriques. Parmi justement ces vélos électriques, on est parti sur les vélos 10Ways Cargo One et pour les utilitaires, des utilitaires Renault Master. Donc ces différents moyens de déplacement sont électriques, donc naturellement ont besoin de consommation d'électricité et par conséquent de production d'électricité. L'objectif de notre projet est d'avoir un projet de mobilité décarbonée. Donc on va voir justement avec mes 3 collègues quels sont les différents moyens de production d'électricité qu'on a dimensionnés et comment est-ce qu'on gère tout ça. Donc le besoin global pour la logistique du dernier kilomètre est de environ 3 GWh. Donc maintenant donc ça du coup c'est le nouvelle implantation de l'écosystème décarboné de la logistique urbaine de Lorient. Donc voilà comment est-ce qu'on la planifierait avec du coup des camions toujours sur la nationale et à l'intérieur de Lorient, donc des vélos et des utilitaires électriques. Donc je vais laisser la parole maintenant à Alexis qui va vous présenter un petit peu les parties plus techniques. Merci Mathieu. Effectivement, vous pouvez voir au nord de Lorient du coup le commencement de notre écosystème énergétique qui consiste à mettre en place une plateforme logistique hydrogène, production et fournisseur d'hydrogène. Pour ce faire, nous avions donné d'entrée 122 semi-remorques à l'agglomération de Lorient en moyenne, passant par jour à l'agglomération de Lorient, ceux-ci parcourant en moyenne 500 km chacun par jour, ce qui nous permet de déduire une consommation électrique de l'électrolyseur qui va produire de l'hydrogène de 89 gigawattheures par an. En revanche, dans une logique de transition énergétique douce, nous n'allons pas prendre en compte toute la flotte de véhicules. Pour cela, nous avons dimensionné un électrolyseur de 5,3 MW fonctionnant 7500 heures par an, ce qui nous donne une consommation d'électrolyseur de 39,8 GWh à l'année, représentant donc 45% de la flotte de véhicules totale.
À présent, vous pouvez voir au sud de la ville de Lorient la présence de photovoltaïques. Nous avons 4 parcs photovoltaïques situés dans des zones de friches urbaines sujettes à réhabilitation. Comme vous pouvez le voir sur le plan de calpinage, les 4 plans de calpinage des 4 installations. Ces 15 installations représentent au total 5,5 MW crête, produisant à l'année 6 gigawattheures et ayant pour but principal de fournir en électricité vélos et utilitaires électriques et dans un second temps, éventuellement, si surplus de production d'énergie il y a, fournir l'électrolyseur. Dans un troisième temps, nous avons étudié un futur projet d'éolien offshore qui est censé être mis en place pour 2030 au sud du Morbihan, toujours entre Lorient et Vannes. Ce projet est représenté par 2 parcs d'éoliens flottants dont la puissance totale est estimée à 750 MW. Dans le cadre d'un contrat PPA, nous rachèterions 21 gigawattheures par an, dont le coût de rachat est estimé à 82 € le mégawattheure. Je vais laisser la parole à Bastien pour la suite de la présentation. Merci Alexis d'avoir présenté du coup ces 2 premiers modes de production d'énergie renouvelable. Moi, je vais vous présenter du coup maintenant la méthanisation, donc située à Carvignac. C'est une installation de méthanisation en fait qui est déjà en marche et qui injecte actuellement 150 normomètres cubeurs de méthane sur le réseau GRDF. L'intérêt en fait d'intégrer une méthanisation du coup dans notre projet, c'est de nous assurer en fait une forte disponibilité parce que c'est une énergie qui est moins intermittente en fait que les autres énergies renouvelables du fait qu'on l'alimente en fait en biomasse. Le deuxième intérêt qu'on retrouve en fait à intégrer la méthanisation du coup dans le projet, c'est que les avancées technologiques en termes de pyrolyse du biométhane, c'est-à-dire une nouvelle solution pour produire de l'hydrogène, avancent de jour en jour. Donc l'intérêt en fait, c'est de proposer ce mode de production de façon à anticiper en fait les avancées technologiques. Du coup, pour l'instant, vu que la pyrolyse du méthane n'est pas encore d'actualité, nous allons relier en fait le méthane produit par l'unité de méthanisation à une cogénération située dans le centre-ville de Lorient, de manière à exploiter donc la chaleur grâce à un réseau de chaleur situé dans le centre-ville et du coup de produire de l'électricité qui alimentera l'électrolyseur. Donc le transport du méthane de l'unité de production jusqu'au lieu de cogénération sera assurée par le réseau GRDF. Du coup, je vais vous présenter maintenant le dernier poste de production d'énergie renouvelable, à savoir l'hydroélectricité. Donc, il faut savoir que le Blavet est un fleuve côtier breton qui se jette en fait dans la rade de l'Orient. C'est un cours d'eau intéressant puisqu'il possède une forte pluviométrie. Ce sont des écluses qui sont souvent inexploitées et c'est une bonne complémentarité aussi en termes d'énergie renouvelable avec le photovoltaïque, puisqu'il faut savoir que l'hydroélectricité produit essentiellement l'hiver, là où on a moins de production photovoltaïque. Du coup, en termes de dimensionnement, on a une puissance qui est définie à l'aide de 2 paramètres principaux, que sont le débit d'équipement et la hauteur de chute. Du coup, sur nos 4 écluses, on a une hauteur de chute cumulée globale de 8 mètres, c'est-à-dire la différence de niveau entre l'amont et l'aval, et un débit optimal d'équipement en tenant compte du coup des débits moyens sur le Blavet et en tenant compte aussi des besoins de l'électrolyseur de 49 mètres cubes par seconde. La technologie qu'on a retenue pour ce projet, c'est la vis hydrodynamique. Il faut savoir qu'il y a déjà eu en fait des projets d'installation de centrales hydroélectriques sur ces écluses, mais ils n'ont pas abouti pour des raisons environnementales. Cette nouvelle solution en fait, permet d'améliorer la migration piscicole, mais aussi donc une meilleure acceptabilité par les associations environnementales notamment, mais aussi par l'État et l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc pour faire un petit point global, la puissance est de 2,74 MWh et la production annuelle sera de 8 GWh. 2,74 MW, pardon, et une production annuelle de 8 GWh. Je vais laisser la parole à Marc-Antoine. Merci Bastien. Donc avec toutes les informations qu'on vous a données, je vais vous montrer l'ensemble de la logistique bas carbone de Lorient et ses implantations. Donc voilà. En résumé, sur l'ensemble de l'histogramme, on peut voir l'ensemble des productions du mix énergétique ENR. Sur le petit rectangle vert en bas, on va avoir les besoins en électricité pour le dernier kilomètre, donc vélo et utilitaire électrique. Sur le grand carré orange en haut, on va avoir les besoins électriques pour la production d'hydrogène
donc assurée principalement par l'électricité offshore ainsi que la méthanisation. Donc, en résumé, nos systèmes de production, ce sont 5 hectares de photovoltaïque, 4 centrales hydroélectriques, une méthanisation couplée à une cogénération, ainsi qu'une éolienne en contrat PPA. Actuellement, les émissions de CO2 à Lorient sont de l'ordre de 18 000 tonnes équivalent CO2. Avec notre programme, les émissions seraient évitées de 14 721 tonnes équivalent CO2, ce qui représente quasiment 10 000 allers-retours Paris-New York par passager. Je remercie mes collègues donc, pour cette présentation technique de la partie énergétique. Donc maintenant, on va partir un petit peu plus sur la partie économique. Donc la partie économique, il faut voir ça comme une approche vraiment systémique. Hein. Il y a différents acteurs qui sont liés à ce projet. Donc les coûts sont répartis par 3 différents types de projets. Le coût de la flotte, lié à la transition donc, de la flotte des véhicules thermiques par des véhicules à hydrogène, également pour les véhicules électriques et pour les vélos. Le coût des infrastructures de production d'électricité qui viennent de vous être présentées, donc sont estimées à peu près à 15 millions d'euros. Et il y a aussi également un coût des infrastructures de logistique, avec notamment la plateforme logistique. Au global, on a 83 millions d'euros de CAPEX, avec des OPEX donc pour l'achat des contrats d'électricité en PPA de 3 500 000 euros par an à peu près. On a tout de même à ce projet des gains qui lui sont associés, puisqu'on ne va pas utiliser d'argent pour dépenser du carburant dans les camions et les voitures. Ce qui nous fait un gain annuel estimé à 10 millions d'euros, soit un temps retour systémique du projet de 10 ans. Pour conclure, monsieur le maire, nous venons de vous proposer un projet de mobilité décarbonée de l'agglomération de Lorient avec un mix ENR qui vous a été proposé. Donc c'est une approche systémique avec différents acteurs, hein, de la logistique, de l'énergétique, etc. Tout ça pour répondre à votre problématique. Ce projet a une vision vraiment de long terme et l'objectif de ce projet est vraiment de devenir autonome dans les prochaines années. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lachenier, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe. Et je reste persuadé qu'ensemble, à l'aide de votre bureau d'études et de la ville de Lorient, nous allons pouvoir créer un modèle économique, durable et environnemental qui deviendra par la suite exemplaire pour d'autres villes françaises. Merci. Nous tenions pour finir à remercier tout le monde pour votre écoute dans un premier temps et plus spécialement toute l'équipe pédagogique et certains intervenants qui nous ont aidés du début à la fin de cette étude. Merci à tous. Merci. Et maintenant pour la catégorie énergie. Écosphère. Bravo.